Alors, rebonjour mes chers étudiants. Donc, on termine notre programme. Donc, on passe au directeur général. Alors, pour le directeur général, donc, on a l'article 67 de la loi 1795 modifiée et complétée par la loi 2005 et par la loi 78/12 et 2019. D'accord? Alors, le directeur général, donc sur proposition du conseil d'administration, peut octroyer son mandat à une autre personne, d'accord? À savoir le directeur, un directeur général délégué. Alors, le directeur général, donc par délégation, donc il peut partager les pouvoirs et les responsabilités du président du conseil d'administration de la société. Donc, comme on a dit que le PDG peut déléguer donc les pouvoirs au directeur général, le directeur général peut déléguer ses pouvoirs au directeur général délégué, le DGD. Alors, on passe à un autre point qui est très intéressant, c'est le mode de gouvernance moderne. Donc je crois qu'on a parlé, bon, certainement. Donc, les dernières séances, donc, on a parlé du mode de gouvernance classique, c'est le conseil d'administration. Donc, aujourd'hui, on va parler du mode de gouvernance moderne. Donc, à savoir le conseil de surveillance et de directoire. On va connaître qui va contrôler qui. Est-ce le conseil de surveillance ou bien le directoire? Alors, ce mode de gestion, il est appelé collégial, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes, d'accord? Donc les règles juridiques qui sont appliquées au premier modèle de gestion sont valables également pour le conseil de surveillance. Alors on va connaître la composition du conseil de surveillance qui est composé de 3 membres minimum et de 12 membres maximum. Alors, il y a une particularité, c'est que la société, quand elle est cotée en bourse, donc le nombre de 12, il passe au nombre de 15. Alors, chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Alors là, on peut comprendre que le conseil de surveillance, hein, il contrôle le directoire parce que vu le nombre de propriétaires d'actions qu'il possède. Si au jour de la nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions, donc il va cesser, donc en cours du mandat, il cesse d'en être propriétaire. Donc dans ce cas, il est réputé démissionnaire d'office. Donc c'est-à-dire, donc il doit avoir donc des actions des actions et propriétaire des valeurs mobilières. Alors, si en cas, c'est-à-dire en cours de mandat, il a cessé d'en être propriétaire, donc directement il est réputé d'office, donc il doit régulariser sa situation. La loi lui a octroyé 3 mois pour régulariser sa situation. Alors, on passe aux actions du membre du conseil de surveillance ne sont plus à la nouvelle mouture de l'article 84, affecté à la garantie, parce qu'auparavant, le conseil de surveillance avait déjà des actions. Donc, avec les nouveautés qui ont été apportées par la loi 2005, donc il y a des nouveautés. Alors, le conseil de surveillance élit en son sein un président. Voilà, donc le conseil de surveillance. Alors déjà, une petite précision à vous remettre, c'est que
aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. D'accord? Alors, on a l'article 90 de la loi 2005, ajoute que le conseil de surveillance élit en son sein un président et vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et de diriger les débats. Alors, le quorum pour le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Donc, il nous faut la moitié pour délibérer. Donc, le quorum, c'est la moitié. À moins que les statuts ne prévoient une majorité beaucoup plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. Alors, parfois, qu'est-ce qu'on trouve au sein de la société, c'est que il y a la moitié des membres sont d'accord, présents et représentés sont d'accord, et l'autre moitié sont en désaccord. Là, on se trouve dans une situation que le nombre des voix sont égaux, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Donc, on fait appel au président. Donc, c'est la voix du président qui va trancher. C'est pour ça qu'on dit que la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. Donc c'est comme ça qu'on tranche le conflit. Alors, le conseil de surveillance a pour mission essentielle de contrôler la gestion du directoire. D'accord? Alors, est-ce que c'est un contrôle permanent? Le conseil de surveillance, à tout moment de l'année, opère des vérifications et des contrôles qu'il juge opportuns. Donc, là, on trouve l'article 104 de la loi 1795 qui a été modifié par les lois qui sont en face de vous. Alors, à toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns. D'accord? Et bien sûr, communiquer les documents qui jugent, qui sont utiles pour sa mission. Alors, après la clôture de chaque exercice, dans le délai de 3 mois, le directoire présente donc au conseil de surveillance les vérifications et les contrôles. Donc, le conseil de surveillance présente à l'Assemblée générale, prévu de sa part, les observations sur le rapport du directoire ainsi que les comptes de l'exercice. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est que le conseil de surveillance, il peut, c'est-à-dire contrôler à tout moment de l'année, le directoire. Donc, le directoire, il présente au conseil de surveillance les exercices et bien sûr tout ce qui se rapporte à la marche de la société, bilan CPC, etc. Donc, le conseil de surveillance, à son tour, il va présenter le rapport à l'Assemblée générale. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, une autre précision, le transfert du siège social à la même préfecture ou province peut être décidé par le conseil de surveillance. D'accord? Mais la ratification peut être faite par la prochaine Assemblée générale extraordinaire. Là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que l'Assemblée et que l'AGE ne va pas intervenir dans n'importe quelle une décision qui est simple de la gestion courante de la société, mais pour les décisions importantes, à l'instar le transfert du siège de la société. Alors, on passe à la nomination. Le conseil de surveillance nomme également les membres du directoire et fixe leur rémunération, propose à l'Assemblée générale leur révocation. Donc, il désigne le président du directoire et bien sûr, le directoire convoque l'Assemblée générale des actionnaires. Alors, pour la révocation, donc le conseil de surveillance se fait à tout moment, donc il peut être révoqué à tout moment par une AGO. D'accord? Alors, le pouvoir de l'Assemblée générale, bien sûr, ces pouvoirs de l'Assemblée générale sont déterminés par les statuts.
Donc, les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'il énumère. Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'Assemblée générale pour décision. Alors, donc en cas de conflit, donc c'est l'Assemblée générale, finalement, c'est à elle à qui revient la décision. Alors on passe au directoire. Alors le directoire donc exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance, d'accord? Alors donc qui fixe la nomination, qui fixe le montant et la rémunération de chaque membre du directoire. Alors, pour la nomination, les membres du directoire peuvent être nommés sans être proposés par le conseil de surveillance. D'accord? Alors, l'article 79 précise que les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. Donc, à peine de nullité de la nomination, les membres du directoire et le directeur général sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Ils peuvent être choisis également, ils peuvent être des salariés. Alors là, il y a une particularité. C'est que si parfois, donc, il y a par exemple un siège du membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pouvoir dans un délai de 2 mois, donc il peut occuper ce poste, d'accord? Donc momentanément à l'attente donc de nommer donc un nouveau membre. Pour la révocation, donc les membres du directoire la révocation se fait les membres du directoire par le conseil de surveillance et c'est possible par les statuts, les statuts les prévoient. D'accord? Donc, et la révocation se fait par le conseil de surveillance. D'accord? Et bien sûr, si le statut prévoit autre chose, ça, donc, ils peuvent être nommés automatiquement directement par l'Assemblée générale ordinaire. Alors, on passe à une autre société, le société, donc, en société anonyme simplifiée. Donc, c'est une société qui est également réglementée par la loi 1795, modifiée et complétée par la loi 20 05 78 12 et 20 19. Donc, les SAS, on les appelle, c'est-à-dire, ce sont des SA qui sont allégés. Donc, ils apportent une certaine souplesse par rapport aux sociétés anonymes et on est loin du rigorisme de la société anonyme. D'accord? Alors, les associés vont aménager la répartition des pouvoirs entre la collectivité des associés et la direction, bien sûr, entre la collectivité des associés et la direction, bien sûr, de la société anonyme simplifiée qui peut prévoir des modalités de fonctionnement. Donc la SAS, la SAS, donc ne peut jamais être cotée en bourse. Donc elle ne peut pas, elle ne fait pas partie des sociétés qui font appel public à l'épargne. Alors on passe à une autre société, la société en commandite par action. Donc la société en commandite par action, donc elle est divisée en actions et constituée entre un ou plusieurs commandités. Donc on les appelle les commandités et les commanditaires. Donc aux plusieurs commandités, les commandités, ils ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Et les commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que c'est pas comme les autres sociétés qu'on vient de voir, c'est-à-dire euh, en fonction de leurs apports, ils peuvent supporter les pertes et les gains. Non, ça pour la société en commandite par action, là, c'est-à-dire ils ont une responsabilité qui est indéfinie et solidaire, donc des dettes sociales entre les associants en général. Alors, la société en commandite par action, je l'ai dit, donc chaque société, donc elle est toujours précédée par une dénomination de la société en commandite par action. Les caractéristiques, le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à 3. D'accord? Et les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs des sociétés anonymes. Au cours de l'existence de la société, les gérants sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les associés commandités. Alors, l'AGO des actionnaires nomme un conseil de surveillance qui est composé de 3 actionnaires en moins. Donc, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance et les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. L'AGO des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Donc, la transformation de la société en commandite par action en société anonyme, donc nécessite une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et bien sûr l'accord des 2/3 des associés commandités, à moins que les statuts ont prévu dans le quorum autre chose. D'accord? Alors on passe aux sociétés de personnes, donc on s'approche pour clôturer notre cours. Donc les sociétés de personnes. Alors, ces sociétés comprennent 3 types de sociétés. On a les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation. Alors, la CNC, là, c'est une société dont les associés, d'accord, dont les associants ont la qualité de commerçants et répondent comme les sociétés en commandite par action, ils ont une responsabilité solidaire et définie. D'accord? Les caractéristiques. La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, de la mention la SNC. D'accord? Alors, tous les associés sont gérants, sauf si on a prévu dans les statuts des associés qui sont gérants associés ou non. Alors, les parts sociales sont nominatives, et c'est-à-dire les personnes, c'est-à-dire donc par personne, et ne peuvent céder qu'avec le consentement de tous les associés. C'est-à-dire, si un des associés veut partir et veut céder ses actions, donc il ne peut pas faire entrer à la société n'importe quel tiers. Donc, il doit être c'est-à-dire on a besoin du consentement de tous les associés. Donc, on est limité par ce point. Donc, la société prend fin avec le décès de l'un des associés. D'accord? Sauf s'il a été stipulé dans les statuts c'est-à-dire que les associés peuvent reprendre la direction et on revient toujours au statut. Pour la société en commandite simple, donc l'associé en commandite simple est constitué d'associés également commandités et d'associés commanditaires. D'accord? Alors, les commandités, donc des associés commandités, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il y en a qui contrôlent, il y en a qui sont contrôlés. Pour les caractéristiques,
Donc, elle est suivie de la nomination, bien sûr, la SCS. Donc, c'est la société en commandite simple. Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Donc, par contre, les associés commanditaires répondent des dettes sociales à concurrence de leurs apports. Celui-ci peut être un apport en industrie. Alors, que ça veut dire ça? Que ce sont les associés commanditaires qui contrôlent les commandités. D'accord? Alors, toute modification des statuts, d'accord? Toute modification des statuts est décidée par le consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. D'accord? Donc la société elle continue malgré le décès de l'un des commanditaires. Alors la société en participation. La société en participation, donc les caractéristiques, elle n'a pas la personnalité morale, elle est soumise ni à l'immatriculation, ni à une forme de publicité. Les associés donc conviennent, alors les associés donc ils conviennent librement, librement de l'objet social, c'est-à-dire ils le déterminent librement, les droits et les obligations respectives des conditions de fonctionnement de la société également. Alors, donc si les participants agissent en qualité d'associés, ils sont tenus à l'égard des tiers comme des associés en nom collectif. Alors, le dernier point, ce sont les sociétés hybrides, c'est-à-dire ce sont des sociétés qui sont à cheval entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Alors, les caractéristiques, donc le nombre maximum d'associés ne peut dépasser 50. D'accord? Alors, donc quand il dépasse 50, donc on n'est plus dans une salle. On va travailler donc sur la constitution d'une nouvelle société, à savoir c'est la société anonyme. Le montant du capital social est librement fixé par les associés. Si le capital est de 100 000 dirhams ou 10 000 dirhams, les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées au moins le 1/4 de leur montant. Donc le capital, il doit dépasser, pour les dernières modifications, il est à 10 000 dirhams. Pour les associés, le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être inférieur à 50. D'accord? Sinon, on passe à une autre forme de société. Pour les associés, le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut il ne peut dépasser, comme on l'a dit, répété, à 50. Si la société vient on arrive à un nombre de 50, bien sûr, on passe à la transformation de la société. Donc, à défaut, sinon, si on n'arrive pas à le faire, donc elle est dissoute. Donc, on passe à ce qu'on appelle à la dissolution. Donc, pour les statuts, donc les démarches de la SARL se résument comme suite. Alors, il y a des démarches qui sont préalables à la signature des statuts. Il y a les démarches préalables postérieures à la signature. Et il y a des démarches qui sont nécessaires à l'immatriculation de la société. Donc, grosso modo, donc, on a terminé notre programme. Et il faut lire ce qui est les bas de page, d'accord? Pour plus d'informations, je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.